Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer la séquence. Donc, je me présente, Marc Grevet, je suis directeur régional adjoint du CEREMA Hauts-de-France. Et on va vous parler aujourd'hui d'un témoignage autour d'un projet avec une collectivité sur l'impact des ruissellements agricoles sur la qualité de l'eau et les inondations. Donc, on va commencer par un tour de table. Bonjour, Bruno Carloc, je suis responsable du groupe Risque Eau et Biodiversité au CEREMA Hauts-de-France à Lille. Bonjour, donc Guy Coquel, je suis vice-président environnement à la communauté d'agglomération de Cambrai. Je suis maire de Proville et à l'Agglo, je suis en charge de la compétence GEMAPI. Bonjour à tous, je suis Nicolas Deveau, je suis le directeur de l'environnement de l'agglomération de Cambrai, dans le Nord. Très bien, merci à vous. Donc peut-être pour commencer, parce que toutes les personnes ici ne sont pas forcément familières du territoire du Cambrésis, donc peut-être, monsieur le maire, vous laissez dire un mot déjà de présenter votre territoire de façon générale, voilà, sa localisation, sa surface, sa composition aussi. Et puis ensuite, un peu plus spécifiquement, quels sont les enjeux en termes d'environnement et notamment en termes d'eau et de risques naturels. Alors, donc le Cambrésis, c'est un territoire, on a l'habitude de dire, qui est situé au sud du nord, hein, en dessous, bien en dessous de Lille, entre Lille et Saint-Quentin, pour situer un peu. Donc la communauté d'agglomération de Cambrai, c'est 55 communes, avec la particularité d'avoir une ville importante en son centre, des communes périurbaines et des communes rurales. Bon, ça a de l'importance certainement dans les débats qu'on aura ensuite. Ce territoire est traversé par l'Escaut, qui dans une partie est dans son lit naturel et dans une autre partie est canalisé, puisque c'est donc le canal de l'Escaut. Et autre particularité, c'est que c'est un territoire très agricole, avec de vastes étendues de champs. Hein. Ça a une incidence également. Et puis, je crois qu'il est important de préciser aussi qu'on a connu une très grande inondation il y a 15 ans, hein, sur quasiment tout le bas de la vallée de l'Escaut. Voilà, je crois en quelques mots, c'est à peu près ce que je peux dire sur le territoire. Merci. Cette inondation, donc, qui, je pense, l'inondation de référence, est-ce que vous avez un peu des chiffres sur le nombre d'habitations touchées, les dégâts ou des choses comme ça? Des chiffres précis, peut-être que Nicolas pourra en donner plus que moi. Moi, ce que je peux vous dire, parce que une des communes la plus touchée, c'est celle dont je suis maire, c'est Proville. Vous avez une quarantaine d'habitations qui ont été évacuées, à peu près. Hein. Ça, c'est au niveau du débordement de l'Escaut. Enfin, il n'y a pas que, mais enfin, en gros, il y avait surtout ce phénomène-là. Et puis, dans les communes rurales, des problématiques justement de coulée de boue. Hein. Donc, malheureusement, une victime à déplorer. Et puis, quelques maisons, évidemment, qui ont été sinistrées. Oui, donc il y a vraiment il y a deux enjeux. Il y a le ruissellement et puis le débordement de l'Escaut. Est-ce que, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu actuellement, en termes de compétences, GEMAPI, puisque c'est le sujet, voilà, comment s'exerce la compétence à deux voix, hein, à la fois, est-ce que l'Agglo de fait a la compétence, mais est-ce qu'elle l'a gardée, est-ce qu'elle l'exerce directement, est-ce qu'elle a transféré ou délégué une partie, voilà, comment s'organise un peu la gouvernance et l'organisation de la compétence GEMAPI sur votre territoire? Alors peut-être juste avant ça, pour compléter ce qu'a dit Guy, l'inquiétude, elle est surtout sur le milieu urbain, parce qu'en fait le milieu urbain est à l'exutoire d'un énorme bassin versant rural, principalement rural. Donc en fait il y a eu deux situations, deux événements dans un qui s'est passé en 2000, c'était en 2008 je crois, c'est ça? Non, il y a 15 ans. C'est que en fait il y a eu à la fois du ruissellement agricole qui a provoqué des inondations très importantes et des dégâts au niveau des communes rurales, mais tout ça a été finalement a transité et est allé vers le cours d'eau qui ensuite rejoint l'urbanisation de Cambrai. Et à l'époque, il y a eu vraiment une grosse inquiétude sur Cambrai même, hein, qui est une ville assez conséquente et très dense, où là finalement les sapeurs-pompiers de l'époque ont eu peur que la ville de Cambrai soit inondée.
Donc en fait, c'est quand même le fait générateur de l'appel à projet auquel on a répondu. Donc voilà. Donc alors après, il y a eu la compétence GEMAPI qui s'est mise en place en 2018. Donc il y a eu une discussion au niveau des élus sur justement comment finalement qu'est-ce qu'on décide à travers les GEMAPI au niveau des différents alinéas que tout le monde connaît dans le cadre du Code de l'environnement, les alinéas obligatoires, là, les 4 alinéas obligatoires, et puis les autres. Et donc, parmi les autres, il y a forcément cet aspect d'érosion et du ruissellement agricole. Donc, à l'époque, en fait, l'agglomération a décidé de se cantonner aux 4 alinéas obligatoires. Alors, pourquoi ? Parce que faut se remettre donc à l'époque, on n'avait pas d'idée en fait de l'engagement financier qui était derrière la compétence GEMAPI. Donc on avait une étude un peu stratégique sur la compétence GEMAPI, mais déjà quand les élus de l'époque ont vu les chiffres, ils se sont dit on va peut-être y aller doucement. Donc voilà, mais ceci étant, l'agglomération, elle a quand même décidé d'apporter de l'argent pour les communes rurales, notamment, celles qui sont les plus concernées, à travers un fonds de concours inondation. C'est-à-dire que s'il y a des projets des communes de façon à prévenir les risques d'inondation, de réaliser des aménagements d'hydraulique douce sur leur territoire, l'agglomération met 50% du montant. Donc voilà. Donc pour la compétence GEMAPI, pour revenir à votre question, c'est les 4 alinéas. Et justement, cet appel à projet, il permet aussi de re-questionner les élus locaux sur est-ce qu'on va plus loin. Merci. Alors, avant de parler justement de l'appel à projet, une petite question complémentaire. Donc, effectivement, on va dire les 4 items de base de la GEMAPI, donc l'AGLO les a pris. Il a été décidé dès le début de l'exercer directement en régie, ou alors il y a eu... parce qu'il y a beaucoup de territoires, notamment en France, où la compétence est déléguée ou transférée à des syndicats mixtes. Ce n'est pas le cas chez vous. Ouais, alors au niveau de l'étude de définition de la compétence GEMAPI qu'a menée l'agglomération, c'est vrai que s'est posé la question de qui va prendre en charge véritablement la compétence. Il se trouve qu'on est sur un territoire pour lequel il n'y avait pas forcément beaucoup de syndicats de rivière. Il y en avait 2 à l'époque, mais vraiment sur des parties très ténues du territoire, donc au nord et à l'est, pardon. Et du coup, celui qui se situe au nord, finalement, en fait, a été dissous. Donc voilà, il ne se posait plus cette question. Et il reste un syndicat de rivière, donc sur la partie est, sur 3 communes de notre territoire. Donc voilà, donc il y a eu transfert de compétences uniquement sur 3 communes. Mais là, on s'aperçoit finalement qu'on est un peu dans la problématique que beaucoup de monde connaît aujourd'hui, c'est la structuration de la compétence au niveau géographique par rapport au bassin versant. C'est toujours le serpent de mer, puisqu'en fait, ce syndicat, il est compétent sur une partie du bassin versant qui comporte même dont le nom de la rivière fait partie du nom de la structure. Vous voyez, donc c'est là où c'est quand même, ça reste encore un sujet, la répartition administrative des compétences de l'eau à l'échelle des bassins versants. Merci. On y reviendra parce que le fait que vous exerciez en direct, effectivement, ça a aussi des conséquences sur l'organisation. Ça a aussi des avantages quand le PCI exerce directement. C'est plus simple de faire le lien, notamment avec la planification. Bruno, je vous passe la parole. On a évoqué effectivement que l'Agglo de Cambrai a répondu à un appel à projet national. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cet appel à projet, son objet et puis le projet local ? Oui, merci. Oui, donc le CEREMA lance un appel à la partenaire nationale sur la GEMAPI, essentiellement. Donc son intitulé était « Exercer la GEMAPI dans le cadre d'une gestion globale de l'eau ». Donc son objectif était d'expérimenter sur des territoires des sujets innovants et répondre à des besoins spécifiques de collectivités. Donc on a 15 collectivités qui ont été retenues dans cet appel à partenaire national, donc, dont la communauté d'agglomération du Cambrésis. Donc ce sont des projets qu'on mène sur environ une durée moyenne de 2 ans, avec qui on travaille. Donc je vais préciser un peu plus en détail. Donc vous voyez la cartographie ici. Donc on a cherché à trouver les besoins de collectivités sur l'entièreté du territoire national, en essayant de toucher à peu près toutes les régions de France. Alors en Hauts-de-France, on a été particulièrement sollicité, donc on a 4 projets spécifiquement dans les Hauts-de-France.
Donc cet objectif premier, accompagner ces territoires selon leurs problématiques premières liées à la GEMAPI. Et pour nous, CEREMA, c'est également l'occasion de tirer des enseignements et essayer de développer à l'échelle nationale des expériences qui peuvent être replicables sur d'autres territoires. Donc l'idée vraiment est de partager, de valoriser également ces expériences. Donc sur le projet qui concerne la communauté d'agglomération de Cambrai, donc 2 objectifs premiers. Effectivement, on vient de parler l'objectif sur les inondations, sur la prévention des inondations. Mais également, un deuxième objectif, c'était d'améliorer la qualité de la rivière Escaut. Car on sait très bien que lorsqu'il y a des ruissellements, il y a des érosions qui se produit et on retrouve beaucoup de sédiments dans ces cours d'eau. Et donc on voit, l'idée est de vérifier si effectivement l'érosion sur le territoire avait un impact important sur la qualité de la rivière Escaut. Voilà les 2 objectifs de cet appel à partenaires pour lesquels la communauté d'agglomération de Cambrésis a répondu. Alors ce qu'il faut comprendre sur cet appel à partenaires, c'est que c'est vraiment un partenariat. On est CEREMA, mais la collectivité également est partenaire et donc travaille également avec nous pour développer la méthodologie et d'améliorer la résilience au niveau du ruissellement et de la qualité du cours d'eau. Donc ce projet s'articule en 4 phases. Alors la première, c'est surtout essayer de recenser les données historiques, d'essayer de retrouver tous les événements qui ont pu se passer. Et donc dans ce cadre-là, on a créé un questionnaire à toutes les communes. Et donc on a essayé de chercher au maximum les données et quelles étaient les inondations qu'avaient pu subir notamment les collectivités. Une deuxième phase qui était de vérifier avec les mesures qu'on avait sur le terrain, on a 4 stations de mesure environ de l'agence de l'eau, la qualité du cours d'eau. Est-ce qu'elle avait effectivement un lien avec l'érosion? Donc on a regardé un peu les données pour s'apercevoir qu'effectivement il manquait malheureusement un peu de fréquence de données. Donc on n'a pas pu statuer précisément, en tout cas on est encore à la recherche. Et une troisième phase qui elle est plutôt sur un travail de priorisation des enjeux et priorisation des secteurs sur lesquels il va falloir intervenir pour améliorer la situation. Donc on utilise dans ce cadre-là une méthode qui s'appelle CRUS, donc développée par le CEREMA, qui consiste en fait à utiliser des données de sol, utiliser des données topographiques, de modèles numériques de terrain qui permettent de déterminer les pentes, utilise également l'occupation du sol et quand on agrège ces données-là, l'algorithme nous montre les secteurs qui semblent plus sensibles au ruissellement et à l'érosion. Là, vous voyez une carte donc, avec un peu de rouge, de jaune, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que quand c'est vert, la sensibilité est relativement faible. Quand c'est jaune, c'est un peu plus, jusqu'à la couleur rouge-noir, où là, on a une sensibilité très forte. Donc là, on voit déjà les secteurs où la collectivité peut intervenir pour limiter le plus possible. Voilà, ouais, tout à fait. Là, hop, je reviens, pardon. Et donc, un travail également qu'on a cherché à faire, qui est le premier travail qui a pu être fait sur le territoire, c'est déterminer quels étaient les bassins versants qui étaient... parce que, comme vous disiez, Monsieur Coquel, on a des cours d'eau, la rivière Escaut, naturelle, mais il y a également l'Escaut canalisé. Et on s'est aperçu que l'Escaut canalisé empêchait les écoulements vers la rivière et vice-versa. Et donc, du coup, la cartographie des bassins versants ici représente tout simplement quels étaient les bassins versants contributifs pour chaque élément naturel des cours d'eau et de l'Escaut canalisé. Voilà les travaux sur lesquels on est encore en train de produire, hein, on y travaille encore. Il y a une dernière phase sur laquelle on a débuté, qui est également de produire un aléa
centenale sur la rivière Escaut, qui n'a jamais été produit non plus, et qui permettra également à la collectivité d'améliorer la résilience de son territoire et d'avoir une meilleure connaissance sur les inondations dans la vallée, sachant qu'il y a déjà, on avait déjà produit auparavant une cartographie aléa sur le ruissellement des bassins versants. Voilà ce que je peux dire concrètement sur ce projet pour l'instant. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Donc, on va revenir un petit peu dans le détail. Peut-être revenir sur les enjeux. C'est vrai que ce qui a été affiché, un des enjeux de l'étude, c'est de mesurer l'impact du ruissellement sur la qualité de l'eau et de l'ESCO. Et c'est vrai que finalement, ce n'est pas toujours l'approche qui est retenue sur un territoire de commencer par un enjeu qualité de l'eau. On voit l'enjeu ruissellement, on voit l'enjeu inondation. C'est aussi le cas, hein, évidemment. Mais en quoi c'était important pour vous, ce sujet qualité de l'eau? En gros, quelle est déjà la situation de la qualité de l'eau sur le territoire? Et puis, voilà, pourquoi avoir mis en avant cet aspect de l'étude et cette approche notamment? Sur la qualité de l'eau, je laisserai Nicolas s'exprimer, mais sur les enjeux, en quoi c'est important d'avoir ce genre de travail? C'est un outil pédagogique aussi pour les élus. Je vous disais, il y a 55 communes, donc il y a bien une cinquantaine de maires à motiver et à fédérer autour d'un projet comme celui-là. Parce qu'en définitive, on s'aperçoit que dès qu'on parle de GEMAPI, les maires pensent surtout à l'inondation, au PI de GEMA, comme on dit, hein. Donc à la prévention des risques d'inondation. Ils y pensent d'autant plus quand les médias, effectivement, relatent un certain nombre d'événements d'inondation. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de faire comprendre à toutes les communes qu'il y a un lien, effectivement, entre l'érosion, les coulées de boue, la qualité de l'eau, enfin que tout est lié. En fait, c'est pas tellement évident à faire comprendre. Et ça l'est d'autant moins pour des communes qui n'ont pas de cours d'eau sur leur territoire. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté. Dès qu'on a commencé à parler de GEMAPI, une des premières questions qu'on a eues, c'est « moi, j'ai pas de cours d'eau, et je vois pas pourquoi je suis concerné, à la limite, qu'est-ce que je viens faire ici, de quoi vous voulez me causer, quoi ». Donc c'est vrai que ce genre de travail, ça permet véritablement de poser les enjeux, de faire comprendre dans quel contexte on se trouve, et puis de mobiliser l'ensemble des communes. Oui, en complément, faut remettre aussi le contexte. Là, aujourd'hui, on est en train d'établir le plan de gestion, hein, GEMAPI. Donc, on a un bureau d'études qui a recensé la situation du réseau hydrographique, des cours d'eau non domaniaux, et forcément a pu constater qu'on avait présence de limons, de terre très présente sur beaucoup de linéaires. Donc voilà, donc la situation, on la voit, on la connaît. Sauf que si on s'engage dans un plan de gestion et notamment de restauration de cours d'eau, c'est pas pour que à la moindre pluie tout soit balayé par des questions de ruissellement. Donc à travers cet appel à projet, ça nous permet aussi je dirais d'avoir une perspective d'efficacité des actions gémapiennes. Parce que uniquement se cantonner à la restauration de linéaires de cours d'eau sans tenir compte des aspects environnementaux qui impactent le cours d'eau, qu'est le ruissellement agricole, ça risque finalement d'avoir comme conséquence de mettre de l'argent dans l'eau, quoi, en quelque sorte. Non, mais bon, on va refaire, quoi. Enfin, à un moment donné, on va refaire ce qu'on a déjà fait. Je pense que c'est pas l'intérêt d'une collectivité locale de mettre de l'argent public régulièrement pour la même finalité. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on travaille en collaboration avec la Fédération de pêche aussi du Nord-Pas-de-Calais, qui, elle, a constaté que le cours d'eau Escaut-Rivière est un cours d'eau aujourd'hui qui n'est pas identifié par l'Agence de l'eau Artois-Picardie comme prioritaire, mais qui, pour la Fédération de pêche, est un cours d'eau certes dégradé, mais avec une bonne capacité de restauration de la vie piscicole. Donc tout ça c'est important, et je pense que dès le début, alors nous on a été un petit peu en retard, hein, le plan de gestion on est en train de le mettre en place, hein, c'est pas toutes les collectivités qui sont sur ce timing là, mais bon, nous on a voulu tout de suite aborder la question du ruissellement agricole parce qu'on le sait, quoi, il impacte considérablement sur le cours d'eau.
Après, sur la question des ruissellements en tant que tel et des risques d'inondation, donc tu l'as dit, donc il y avait un travail qui a été fait sur le ruissellement agricole. Nous, on avait amorcé un travail sur le cours d'eau Escaut-Rivière. Maintenant, il faut combiner le tout, quoi. Parce que bon, des événements très importants, on en a vu ces dernières années, du fait des scénarios en termes de changement climatique, il est probable qu'on ait des intensités de pluie qui soient plus importantes. Donc il faut tout de suite qu'un territoire se préoccupe du risque inondation sur toutes ses composantes, ruissellement, urbain, rural et cours d'eau, de façon à ce que derrière, on puisse apporter aux communes un outil de prévention en termes de gestion de l'urbanisation et également en termes de protection et de gestion de crise, hein, parce qu'il y a le plan communal de sauvegarde et intercommunal qu'on a initié. Hein, donc voilà. Justement, je venais de me noter ça, c'est effectivement au-delà. Donc là, on est sur une étude qui permet d'avoir finalement une meilleure connaissance des aléas et de leur origine. Donc déjà, est-ce que... alors, on précise que le travail n'est pas encore totalement fini, mais il y a déjà des rendus qui ont été faits. Déjà, est-ce que dans les premiers rendus, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... voilà, quels enseignements vous en tirez de ces premiers rendus, de ces premières cartes? Est-ce qu'il y a des choses qui... notamment sur la sensibilité à l'érosion, est-ce que dans les faits, vous n'êtes pas surpris ou un petit peu par endroit? Parce qu'on voit qu'il y a des tâches, entre guillemets, qui ressortent. Il y a certains secteurs... de sensibilité plus forte, et donc forcément c'est là qu'il va falloir mettre l'action. Et puis effectivement vous avez évoqué un petit peu la sensibilisation alors à la fois des élus, puis ensuite il y a les habitants et la gestion de crise. Sur ce sujet des inondations par ruissellement, donc on sait que c'est des événements qui peuvent être assez soudains et rapides et très localisés. Voilà, où est-ce que vous en êtes de votre PCS, enfin plan communal de sauvegarde ou plan intercommunal? Et puis, est-ce qu'il y a des actions un peu spécifiques que vous portez auprès à la fois des élus et des habitants sur cette question de gestion de crise ou culture du risque au sens large? D'accord. Bon, bah, je vais répondre à la première question. Du coup, en termes de résultats aujourd'hui, alors on n'a pas été surpris tout en l'étant, parce que comme on l'a dit, c'est Bruno qui l'a dit, il y a quand même un... Enfin, je dirais, les cours d'eau dans le Nord-Pas-de-Calais ont été particulièrement anthropisés. Hein. Ils ont été rectifiés, on a construit des canaux. Bon, voilà, à l'époque, c'était pas la problématique environnementale, c'était pas forcément la première. Bon, ça, c'était à l'époque, c'était il y a 200 ans. Hein. Bon, faut relativiser. Donc voilà, donc on a un canal qui est au niveau du lit de l'Escaut et qui, en effet, scinde les bassins versants. Donc voilà, donc ça c'était un élément qu'il fallait quand même qu'on appréhende, c'est-à-dire qu'il y a le canal qui a un effet sur la question des risques d'inondation. Ça c'est très important, donc on travaille avec Voies navigables de France qui nous aide bien aussi, qui nous permet de nous apporter des éléments intéressants. Voilà, bon, ce que ça nous a apporté aussi, on s'est rendu compte de je vais jeter des fleurs, mais la technicité du CEREMA, parce que bon, nous on n'est pas hydrauliciens, hein, donc bon, quand on les explique les choses, bon, il faut avoir bu un peu de café avant, hein, parce que c'est quand même assez technique. Mais bon, pour nous c'est rassurant parce qu'on se dit on fait les choses bien. Voilà, et puis après c'est la question de la transversalité, parce que c'est vrai qu'il y a la question du risque, mais également la question de la qualité cours d'eau. Donc ça c'est important. Alors on n'est pas allé dans la transversalité territoriale, on reste dans la transversalité technique. La transversalité territoriale, je pense qu'il faut l'imaginer après, hein, c'est-à-dire que la maîtrise de l'urbanisation, parce que là on aura géré des choses réellement communicables, quoi. Enfin, des choses qui seront relativement certaines, même si un modèle, c'est pas forcément non plus... c'est juste une représentation, un essai de représentation de la réalité. Mais voilà, au moins on aura des choses qu'on pourra transmettre aux communes, notamment en termes de gestion de crise. Et là, je vais laisser la parole à Guy. Vous avez évoqué le plan de prévention des risques que chaque commune est en train de réaliser en ce moment.
Je pense qu'effectivement, le travail qu'on a fait avec CEREMA, ça peut être aussi quelque chose qui nous permet de mieux expliquer aux maires et aux conseils municipaux qu'en définitive, il vaut mieux se préparer que subir. Donc le plan de prévention des risques, c'est ni plus ni moins que ça, c'est se préparer plutôt que de subir le jour où ça arrive. Et effectivement, toute la partie érosion, inondation, c'est un gros morceau quand même. C'est un des morceaux qui est le plus anxiogène. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà un outil qui va permettre de rassurer. Et ça en soi, je pense que c'est pas mal. Alors maintenant, quand vous évoquez la façon dont c'est perçu et par les élus et par les habitants, moi je dirais qu'à l'heure actuelle, je le dis en toute honnêteté parce que je suis élu d'une commune, moi avant tout ça, j'étais quasi un ignare. Hein. Bon, j'ai appris énormément de choses. Donc j'ai appris des choses parce que je suis vice-président environnement et puis bien sûr que j'ai participé à ce travail. Mais maintenant, mon travail à moi, c'est d'être un transmetteur d'informations auprès de mes collègues des 54 autres communes. Hein, pour effectivement faire prendre conscience qu'il y a une réflexion globale à mener et que cette réflexion globale, elle va dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Et une fois que ça, ce sera acquis au niveau de mes collègues, ce qui n'est pas toujours simple, c'est simple dans certains cas, parce que je dirais que vous avez des maires qui sont plus concernés que d'autres, peut-être parce qu'ils ont vécu certains événements, peut-être parce qu'ils sont en bordure d'Escaut, mais aller expliquer à un maire dont la commune était à 20-25 km de la vallée de l'Escaut, qui n'a jamais connu d'événements de ce type-là, c'est pas très simple. Donc voilà, tout ce travail de collaboration pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et après, je crois, et je pense que c'est extrêmement nécessaire, qu'il faudra passer effectivement au niveau de la population. Hein, que la population se rende compte en définitive que c'est un enjeu très important pour le territoire. Un enjeu environnemental, un enjeu de sécurisation, donc un enjeu global de territoire. Très bien, merci. Donc effectivement, on voit quand même l'intérêt aussi effectivement pédagogique, enfin, vous l'avez dit dès le début, mais à la fois pour les élus et la population. Je reviens peut-être une minute sur, on a évoqué effectivement la plus-value technique du CEREMA dans ce travail, qui effectivement, on le rappelle, ça répond à un appel à projet. Donc dans ce cas-là, c'est quasiment entre guillemets du co-développement, c'est-à-dire qu'à la fois le CEREMA vient apporter des choses, mais la collectivité aussi, et du coup le CEREMA en retire aussi des enseignements. Donc peut-être si en quelques mots, vous pouvez détailler déjà on l'a dit rapidement, mais quels outils, quelles compétences ont été mobilisés au CEREMA, puis côté CEREMA, quels sont un peu les enseignements qu'on tire de ce travail. Alors, au niveau des compétences, effectivement, le besoin, c'est déjà d'avoir un hydraulicien, un modélisateur. Hein, quand on modélise la rivière Escaut, c'est de la modélisation 2D, donc ça nécessite des compétences en hydraulique très importantes. Mais pas que. Sur la qualité, on a effectivement chez nous une compétence au laboratoire à l'agence de Saint-Quentin, sur l'évaluation de la qualité des cours d'eau. Donc il faut également une compétence sur ce sujet-là. Et puis il faut un gros travail cartographique, parce que la cartographie, c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre, qui permet également de sensibiliser les élus, qui permet de rendre lisibles des choses complexes, techniques, et qui est donc un élément très important. Voilà un peu les compétences qu'on réunit, mais pas que. Hein, il faut également beaucoup de pédagogie. Alors c'est vrai que des fois, notre discours est peut-être un peu trop technique des fois, mais on essaye de s'améliorer également pour vulgariser des sujets très complexes finalement, hein, parce que pas simple effectivement à réaliser. Très bien, merci. Alors peut-être pour conclure, puisqu'on va arriver à la fin du temps imparti, peut-être vous laisser nous dire un peu comment vous envisagez les suites. Bon, là, il y a une partie d'études qui reste sur la modélisation de l'ESCO, mais donc on a parlé d'une phase sans doute auprès des élus. Après, il faudra sans doute aller voir aussi les agriculteurs, puisque quand on parle de ruissellement, voilà. Et donc là, un peu, voilà, peut-être pour ouvrir un peu comment vous voyez les choses et peut-être avec quels outils. Je rappelle, parce qu'on ne l'a pas dit, effectivement, que l'étude a été cofinancée par l'agence de l'eau Artois-Picardie, parce qu'elle a un enjeu d'amélioration de la qualité de l'eau et de prévention des inondations. On est en plein dans la compétence, donc
je connais bien l'agence et effectivement ils sont très présents sur ces sujets-là dans les 2 tiers de la région qui est couverte et c'est un partenaire important. Donc je vous laisse ouvrir peut-être un peu sur les suites, comment vous voyez ensuite derrière un peu le plan d'action. Alors les suites, c'est notre compétence, c'est nos compétences principalement pour nous, agglomération, hein. Déjà dans un premier temps. On a la compétence GEMAPI, donc l'idée c'est bien d'amender le plan de gestion sur la question du ruissellement agricole, en prouvant le lien, hein, c'est ce que nous a demandé la DDTM, en prouvant le lien sur les aménagements qu'on pourrait éventuellement réaliser sur les bassins versants agricoles et la qualité du cours d'eau. Et il est bien là l'enjeu, hein, c'est de réaliser un plan de gestion intégré, GEMAPien, mais efficace. Parce que disséminer des linéaires de haies à droite à gauche, pourquoi pas, c'est très bien. Mais bon, nous on a cet objectif-là qui est de restaurer les cours d'eau. Donc c'est également à travers la compétence GEMAPI de cadrer cette compétence. Parce que là aujourd'hui, on a encore eu une réunion la semaine dernière à ce sujet-là avec un cabinet d'avocats. La compétence, c'est pas comme les compétences du cycle de l'eau où finalement il y a des règlements de service, les choses sont très bien structurées, ou les déchets ménagers. La GEMAPI, c'est pas le cas, il n'y a pas de règlement de service. Les gens payent une taxe, mais il faut exactement savoir ce qu'on y met derrière. Ça, c'est super important pour l'élu, avec son lien avec la population qui participe actuellement. Donc il y a ça comme lien sur la GEMAPI. Après, donc nous, on s'est donné les moyens agglomération de réaliser un plan intercommunal de sauvegarde. Donc ça c'est très important également. Il faut avec le vice-président en charge du plan communal de sauvegarde, il faut qu'on travaille en transversalité pour amener des informations. Voilà, s'il y a un événement comme celui qui a eu lieu en Belgique il y a quelques années, dont on a la mémoire, voilà ce qui va se passer. Donc préparez-vous, ça peut ne jamais arriver, mais ça peut arriver. Ça, c'est important. Voilà les 2 suites que j'imagine. Nicolas a quasiment tout dit. L'autre suite, j'en ai parlé tout à l'heure, arriver effectivement à convaincre, à faire toute la pédagogie nécessaire. C'est vrai que dès lors qu'on lève une taxe, forcément, ça pose des questions derrière. Et puis, c'est vrai aussi que actuellement, le grand public, non, je pense pas, parce que ça arrive seulement maintenant dans leur quotidien. Mais au niveau des élus, il y a parfois confusion par rapport à la compétence GEMAPI. Et on met un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pas toujours simple à faire comprendre. Dont l'intérêt de faire comprendre les enjeux globaux, hein, justement, pour pouvoir donner du sens à tout ça. Eh bien, merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci de votre témoignage, participation. Merci à Bruno et bonne journée. Merci. Ah oui, j'ai oublié de le rappeler qu'il y a des plaquettes, pardon. Il y a des documents évidemment méthodologiques du CEREMA disponibles ici et sur le stand du CEREMA et sur le site du CEREMA. Merci.